Bonsoir à tous et à tous, chères auditrices, chers auditeurs, chers tous. Vous écoutez un nouvel épisode de Tout et de Rien, un spécial, un hors-série spécial, encore sur une thématique historique savoureuse. Et à chaque fois, pour déguster avec nous l'histoire, nous avons Franck et Léopold qui sont là pour nous enrichir de leur savoir sur ces différentes thématiques. Et aujourd'hui, on va parler des guerres d'Italie parce qu'on va fêter les 500 ans, quelque chose comme ça, je crois, de la sixième guerre d'Italie. De la fin de la sixième fin de guerre la d'Italie. sixième guerre d'Italie. Voilà, tu vois, il me remet dans le droit chemin parce que je n'ai pas mes notes. À la place, j'ai un fromage qui est terminé d'être mangé et un couteau sale. Donc voilà, c'est ça l'ambiance de cet enregistrement. Et je propose du coup de laisser la parole à la personne qui a peut-être le plus bossé sur le contexte, on va dire, de cette guerre d'Italie. En tout cas pour cet épisode, hein, bien évidemment, rappelons-le. on rappelle aux très chers auditeurs la devise qui est désormais la mienne dans ces introductions. C'est pas sourcé. Voilà. Non, si. Pas mal de contexte, donc des choses que vous retrouverez assez facilement comme information, mais qui seront peut-être un peu compliquées à lire en entier ou à mettre dans l'ordre. Je vais moi-même essayer d'être clair, concis et de pas passer 3 heures à parler de contexte, parce que vous allez vite vous en rendre compte, chers auditeurs et auditrices, les guerres d'Italie, c'est un bordel phénoménal. D'ailleurs, si jamais il y a un producteur qui cherche quelqu'un pour écrire pour la prochaine série historique française, ça, en fait, hein. ouais, non mais alors là c'est vraiment, il y a tout. Là il y a tout. Il y a les trahisons, les histoires d'amour, les personnages féminins forts, il y a tout. Franchement, c'est en fait pour rentrer dans le vif du sujet, les guerres d'Italie, c'est un grand problème dynastique. Nous aujourd'hui, on va surtout parler de la sixième guerre d'Italie, qui paradoxalement d'ailleurs est pas forcément celle qui touche le plus l'Italie dans les enjeux qui lui sont propres, mais qui sera surtout un lieu d'affrontement. Mais la péninsule dans l'ensemble des guerres d'Italie va être l'un des enjeux dynastiques des grandes familles régnantes de l'Europe, donc à la fin du XVe siècle et surtout au début du XVIe siècle. Et quand je dis dynastique, j'insiste parce qu'en fait, toutes les guerres d'Italie, les problèmes des guerres d'Italie, toutes les raisons qui ont amené au conflit, découlent de problèmes dynastiques. Première guerre d'Italie, celle qui va lancer tout le processus, c'est la maison des Valois qui règne sur la France, qui souhaite s'emparer du royaume de Naples, sur lequel elle possède des droits, puisque... Alors je vais pas rentrer dans les détails, parce qu'encore une fois, sinon on va y passer 2 heures, mais un membre de la famille des Valois était sur le trône de Naples, il décède, les Français font « Ah, mais du coup, ça veut dire qu'on peut annexer le royaume !» Et évidemment, toutes les puissances autour sont là, non. On va dire non, hein. Ça ira. Et du coup, ça va lancer un bordel monstre. Et en fait, à chaque nouvelle guerre d'Italie, il va y s'ajouter des problèmes dynastiques. Donc, sur le duché de Milan, d'abord conquis par la France, puis repris par l'Espagne, enfin par la Navarre, par l'Aragon, qui n'est pas encore l'Espagne. Puis, on va rajouter d'autres éléments, notamment les problèmes bourguignons, puisque la Bourgogne, le duché de Bourgogne, est un quasi-état à ce moment-là, à la fin du XVe siècle, qui va des Pays-Bas jusqu'à Dijon. Donc, très gros bloc de territoire que vont se disputer d'une part, de nouveau, les Valois, les Français, et de l'autre, les héritiers de la maison de Bourgogne, Marie de Bourgogne notamment, qui s'est mariée avec un Habsbourg, Maximilien de Habsbourg, qui est aussi empereur du Saint-Empire romain germanique. Leur enfant va se marier lui-même avec la fille du roi d'Espagne, sauf que la fille, le fils du roi d'Espagne et la première fille et le fils de cette première fille vont tous décéder, ce qui fait que cette deuxième fille du roi d'Espagne, de Trastamare, et qui est issue de l'union de la Castille et de l'Aragon, va se retrouver reine, mariée donc à l'héritier
des territoires de Bourgogne et des territoires d'Autriche. Ils font un enfant qui s'appelle Charles Quint, que vous avez déjà sans doute entendu, vous avez déjà entendu son nom, puisque c'est un grand personnage de la période, comme François Ier dont il est le rival. C'est vrai que c'est une période sur laquelle on a 3 rois qui sont vraiment assez iconiques pour chacun de leur pays. Charles Quint, François Ier et Henri VIII en Angleterre. J'avais hésité d'ailleurs de parler du camp du Drap d'Or en chronique, mais j'avais laissé tomber l'idée. Voilà. Alors, on parle là de une grande tentative de créer une paix universelle avec une monarchie universelle en Europe. Bref, c'est l'une de ces fameuses tentatives de paix perpétuelle qui ne marche pas parce que personne n'a intérêt à la paix. Mais pour revenir sur notre sujet, on a donc en 1520, si je ne me trompe pas, Charles Quint, qui, de par sa mère, hérite du royaume d'Espagne, et de par son père a hérité de la Bourgogne, mais qui hérite aussi, grâce à son grand-père paternel, du titre d'empereur germanique. Il est élu notamment parce que, tout comme le roi François Ier, qui a lui aussi tenté de se faire élire empereur, il a donné énormément d'argent aux électeurs. La différence étant qu'en plus de donner de l'argent, il est arrivé devant le siège du congrès des électeurs avec une armée. Évidemment, ça aide à se décider. Effectivement, ouais. Voilà, quand on voit débarquer quelques milliers de types vous meuler la gueule, forcément, voilà. Parce que oui, très chers auditeurs et auditrices, en plus de ces problèmes dynastiques de ceux qui héritent de droits antiques, de droits de leurs parents, de leurs grands-parents, de leurs cousins, qui s'usurpent les uns les autres, qui se trahissent les uns les autres. En plus de ça, il faut rajouter la couronne impériale, puisque l'empire germanique, c'est-à-dire l'empire qui domine, entre guillemets, politiquement, la région qui correspondrait aujourd'hui à un mix entre l'Allemagne, l'Autriche, la République tchèque, les Pays-Bas, la Belgique, la Suisse et même le nord de l'Italie. Très très grosse région quand même. Toute cette région, en fait, elle est dominée par quelqu'un qui, à ce moment-là, est élu. C'est vrai que ça peut paraître un peu bizarre parce qu'on pense souvent monarchie, donc on pense héritage. Mais pour le coup, la monarchie du Saint-Empire, c'est une monarchie élective. Il faut donc convaincre à chaque fois les différents électeurs de voter pour vous, et les Habsbourg vont en fait simplement réussir petit à petit à s'y imposer en se faisant élire de père en fils ou en petit-fils, afin de garder le contrôle entre guillemets sur le territoire. Et pour ce faire, ils vont utiliser, comme on l'a dit, la corruption, la violence, parce que c'est des méthodes qui marchent. On a donc ce joyeux bordel avec beaucoup de personnages qui sont tous très intéressants. En plus, on est sur des périodes où on commence à avoir des biographies assez complètes, faites du vivant ou suivies par des gens qui ont vécu avec ces gens-là. Et donc c'est très riche, en histoire, c'est très 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 riche. Et on va donc avoir tout un tas de guerres qui vont avoir lieu en Italie au début, puis qui vont déborder. Et en fait, ces guerres d'Italie, si on les prend dans leur ensemble, on pourrait même presque quasiment parler de conflits pan-européens, ou en tout cas sur toute l'Europe de l'Ouest, pendant quasiment 40 ou 50 ans. Donc c'est une espèce d'état de conflit larvé qui se répète en boucle dans les mêmes territoires, avec parfois les mêmes couronnes en jeu, les mêmes droits en jeu. Mais personne n'accepte de lâcher le morceau, donc et on va le voir, c'est pareil pour la 6ème. Puisque devinez quoi, c'est pas la dernière. Mais aujourd'hui, on va se concentrer donc sur la 6ème de ces guerres d'Italie. Alors pour faire simple, sur les guerres précédentes, la France a essayé de s'imposer en Italie. Elle a finalement été défaite, elle a été obligée de se retirer de la péninsule, qui est plus ou moins passée sous un contrôle à la fois de l'Espagne, du Saint-Empire, mais aussi du pape, puisque le pape est aussi un acteur politique majeur à cette période-là. La France a aussi étendu ses droits sur les territoires voisins, notamment la Bretagne au début des guerres d'Italie, mais aussi sur une partie de la Bourgogne qu'on a cité précédemment, puisque c'est à ce moment-là que Dijon et le duché de Bourgogne vont être rattachés à la France. Et tout ça nous amène donc à une situation assez tendue, très clairement. Et comme on l'a dit, il y a un problème qui a émergé juste avant le début de cette 6ème guerre, et l'élément déclencheur entre guillemets, c'est l'élection de Charles Quint, qui possède déjà, comme on l'a dit, plein de territoires partout, qui est son élection au titre, au rang, d'empereur.
C'est ça, au titre d'empereur. Je cherchais le qualificatif. C'est pas un rang, c'est un statut. C'est un titre, mais c'est plus qu'une fonction. Ouais, je sais pas pourquoi j'ai perdu le terme. Un droit, Non, c'est pas moi. Un devoir. Donc, bref, Charles Quint est élu face à François Ier. François Ier, évidemment, le prend très très mal, hein, parce que faut pas déconner, c'est pas très agréable de perdre une élection. La différence, c'est qu'à l'époque, tous les acteurs politiques ont des armées et ils décident de s'en servir. Les combats vont avoir lieu d'ailleurs pas seulement en Italie, contrairement à ce que le nom pourrait le dire. Comme je l'ai dit au début, c'est un conflit qui est bien plus large au niveau européen. Et il va y avoir des combats en Espagne, il va y avoir des combats dans les Pays-Bas, qui comprennent à l'époque aussi la Belgique, c'est le nom qu'on a donné à la région tout entière. Pays-Bas bourguignons, puis les Pays-Bas espagnols. Il va y avoir des combats de nouveau donc sur les frontières entre la France et le Saint-Empire. C'est seulement dans la deuxième phase du conflit que les troupes vont plutôt se diriger vers l'Italie, que les combats vont plutôt se diriger vers l'Italie. Okay. Et si au début de l'offensive en Italie, les choses se passent relativement bien pour François Ier et les troupes françaises. Je dis troupes françaises, mais en réalité, faudrait mettre là aussi des guillemets, hein, puisque un bon morceau des troupes sont en réalité des mercenaires suisses. Plus de 5000 soldats dans l'armée, si je ne me trompe pas, sont des mercenaires suisses. Ce qui d'ailleurs amènera par la suite à tout un tas de problématiques, puisque pourquoi des mercenaires suisses? Pour faire un mini aparté, tout simplement parce que la Suisse à l'époque, c'est une nation qui n'est pas du tout neutre, mais au contraire qui est surarmée, et qui produit l'un des meilleurs régiments d'infanterie de son temps. Le fait est que du coup il y a beaucoup d'acteurs politiques qui vont vouloir les engager comme mercenaires, ce qui va amener à un moment donné une problématique que des Suisses vont se retrouver face à des Suisses. Parce que voilà, on n'est pas sur des armées de conscription comme on les connaît aujourd'hui, hein. On est sur des armées qui sont, je vais pas dire exclusivement, je vais dire quasi exclusivement professionnelles. On va pas rentrer dans le détail de ces armées. Peut-être Léopold, tu rentreras un peu plus dans la composition spécifique des armées. Mais là, on va pas le faire tout de suite. Parce que vous voyez qu'il y a déjà beaucoup trop de trucs à dire et je suis déjà perdu. Donc voilà, on a François Ier qui amène ses troupes, dont une partie de Suisse, en Italie et qui va affronter en face donc Charles Quint. Et en 1525, il se prend une dérouillée monumentale à la bataille de Pavie, bataille qui est restée assez célèbre, plus du côté germanique que du côté français, hein. En France, on a tendance à parler de Marignan, 1515 c'est Marignan. En Allemagne, on parle plutôt évidemment de Pavie, la défaite française, donc la victoire de Charles Quint, notamment parce qu'un grand nombre d'officiers et de chevaliers français vont mourir à Pavie suite à des... je ne dirais pas des errements tactiques sur le champ de bataille, mais voilà, je ne sais pas exactement ce que Léopold a prévu d'évoquer, mais on va simplifier et dire que la stratégie française n'a pas été payante du tout, et qui se sont fait découper par les troupes de leur adversaire. La bataille est une telle défaite que François Ier est blessé et capturé, et Charles Quint va pouvoir lui imposer un traité de paix assez fort, notamment en le forçant à renoncer à toutes ses prétentions sur les frontières espagnoles, sur les Pays-Bas, sur la Bourgogne et sur l'Italie. Mais comme je le disais au début, les guerres d'Italie, c'est avant tout une grande histoire personnelle de dynastie et de trahison. Et à peine 4 semaines, même pas 3 semaines et demie, après avoir signé le traité et avoir été libéré, François Ier annonce qu'il refuse de reconnaître les termes du traité, et c'est parti pour la 7e guerre d'Italie, mais qu'on verra donc peut-être un peu plus tard. Vous l'aurez compris, chers auditeurs et auditrices, c'est une période qui est extrêmement riche en rebondissements en tout genre. Si vous voulez vous plonger là-dedans, n'hésitez pas, il y a pas mal de... Alors, il y a des bouquins d'histoire qui vous permettront de rentrer dedans. Après, en termes de série, je ne sais pas trop. La série de bouquins, je veux pas vous dire de bêtises, si vous voulez des bouquins qui vous permettent pour le coup de rentrer dans des sources et d'avoir un petit bouquin qui condense pas mal de choses. Moi j'avais, alors pas pour les guerres d'Italie mais pour les périodes précédentes, c'est la collection Histoire de France qui est publiée par Gallimard. Folio Histoire de France, que assez propre, hein. Franchement c'est après
c'est pas un bouquin qui vous permettra de tout savoir en détail sur toutes les intrigues de cours et tout, mais ça vous permettra d'avoir un aperçu de la période assez propre, avec pas seulement les conflits, mais aussi les sociétés. Puisque on l'oublie souvent, parce qu'on parle beaucoup de guerre, surtout, c'est bizarre, mais quand il y a Léopold et moi sur le DTDR, c'est souvent pour parler de guerre. C'est parce que je viens vous chercher, c'est pour ça, c'est ma faute en fait. Hein. Ah bah voilà, c'est ta faute, c'est parce que je me disais. La prochaine fois, on parlera d'ours en peluche avec vous deux. Allez. Non, mais c'est vrai que la guerre, c'est un sujet qui est central pour l'histoire des États. Puisque c'est souvent par les victoires ou par les défaites que se font les évolutions territoriales. Il y a tout un aspect aussi sociétal qu'on oublie assez souvent et qui est quand même évoqué dans ces bouquins. Et c'est pour ça que je vous invite à vous informer un peu plus donc, sur cette période, à aller approfondir tout ça, parce que croyez-moi, si vous aimez le drama, si vous aimez les affaires sordides, les trahisons, les complots, et honnêtement, tout. En fait, il y a tout. Il y a des personnages féminins forts, comme on l'a dit. Il y a une richesse dans l'histoire des guerres d'Italie qui n'est malheureusement quasiment jamais évoquée. C'est vrai. À l'école. Déjà parce que, comme vous venez d'en avoir un aperçu, c'est très 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 dense et très compliqué. Rien que le mini résumé que j'ai fait juste ici, déjà c'est... Voilà, ça vous donne un aperçu. Je n'ai pas évoqué la trahison, ou en tout cas le retournement de veste de Charles de Bourbon, un des cousins du roi de France qui était avant connétable, mais qui est tombé en disgrâce et qui du coup s'est rangé aux côtés de Charles Quint. Ça donne envie, hein. On a envie d'avoir une série télé sur ça, quoi. C'est... Et oui, mais non. Mais parce que ça demande sur trop de budget, j'imagine. Non, en plus c'est plus simple de faire des dragons. C'est pas, je pense que c'est pas tant une question de budget. Non, je sais que justement. Oui, mais pour nos auditeurs qui ne seraient pas au courant, ça demanderait de faire les choses proprement sur les recherches historiques, c'est-à-dire bien mieux que ce que je viens de faire là, et d'aller chercher quand même un peu plus en détail. Ce qui permettrait de romancer un petit peu, parce qu'il faut quand même une histoire, hein, pour faire une série, Bien sûr. Faut des personnages principaux, et donc il faut qu'il y ait une histoire qui se suive. Et on le sait quand même, les grands personnages historiques sont pas toujours propices à être les personnages principaux, notamment parce que l'exercice du pouvoir détache quand même souvent de l'empathie qu'on peut avoir pour certaines personnes. Cela dit, si je peux me permettre, parce que moi c'est une série que j'ai beaucoup adorée autrefois, même si ça prend beaucoup de liberté, j'en garde quand même un très bon souvenir. Tudor était quand même assez chouette comme série, donc c'est pas les guerres d'Italie, mais il y a quand même Henri VIII dedans, ça suit toute sa vie, donc de temps en temps ils en parlent, mais on le voit jamais concrètement. Mais voilà, si vous cherchez une série histo à peu près à cette époque, avec du complot, du sexe et du rock'n'roll, c'est une bonne série. Voilà. Tu nous avais convaincus à sexe, hein, pas besoin d'aller plus loin. Ah pardon, ça fait pas dire. Ah oui, non mais en plus je veux dire, c'est toute la période, elle est magnifique entre parce que les guerres d'Italie, ça recouvre déjà les conséquences de la fin de la guerre de 100 ans. Il va y avoir le début du protestantisme. Il va y avoir les Borgia, toute la papauté des Borgia. C'est cette période-là. C'est fabuleux, hein, en termes c'est une vraie mine d'or, hein, niveau scénario. Sûr. Voilà. Donc j'espère que je vous ai alléché pour que vous alliez. Bien sûr. Mais t'as même dégraissé un petit peu tout ça là, et retiré un peu la poussière sur le meuble, et on se dit finalement il est pas mal ce meuble. Peut-être qu'on pourrait aller plus loin avec lui, tu vois. Si je peux me permettre, il y a aussi comme livre aussi qui vient de sortir dans la collection Champ de bataille, un livre sur Pavie. Voilà, qui vient de sortir en janvier, le 23 janvier. Donc très bonne collection, et qui voilà, pour compléter sur Pavie. Ça sera plus sourcé que les Français se sont pris une branlée. Et ça tombe bien du coup qu'on parle un peu de branlée monumentale et de guerre, parce que du coup ça va me permettre de faire ma transition pour nous renvoyer vers Léopold, parce que tu as envie d'apporter des précisions un peu sur les changements d'armée, enfin de tactique, on va dire, à cette époque-là. Enfin, si je puis me permettre. Eh ben oui, les guerres d'Italie sont un bon moyen d'aborder les changements militaires qui ont eu en cette fin 15e et début 16e, mi-16e même pour les dernières guerres d'Italie. Et même si ces guerres d'Italie ne vont pas que se résumer à des bouleversements tactiques, il en reste pas moins que les historiens y voient un temps important de ce qu'on appelle la révolution militaire,
qui s'opère en Europe entre le 15e et le 18e siècle, donc sur un temps assez long. Le terme révolution militaire, d'ailleurs, est en lui-même assez débattu. Aujourd'hui, on préférerait le terme mutation militaire, puisque, comme je viens de le dire, c'est sur un temps long, c'est pas en quelques années, ce que le terme révolution pourrait impliquer. Bien sûr. Donc, l'art de la guerre en Europe connaît ces mutations entre, grosso merdo, 1494 et 1559, tant sur les champs de bataille que dans les palais des princes. Ça connaît des retours en arrière, c'est pas du tout une ligne continue, on part pas d'un point A à un point W d'un seul coup, on retourne en arrière. Par exemple, bien avant Pavie, à la bataille de Sérignol en 1503, les gendarmes français semblent déjà obsolètes. Okay. Pour préciser ce que c'est qu'un gendarme français, c'est pas les monsieur avec les képis d'aujourd'hui. Les gendarmes français pendant les guerres d'Italie, ce sont des cavaliers lourds. Ils portent un harnois complet et qui chevauchent un destrier de guerre. Donc c'est de la cavalerie lourde. Voilà. Du CRS. Avec des grosses lances, des grosses armures. Donc à Sérignol, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi on les considère déjà comme obsolètes? Parce qu'ils sont attirés par une fin des Espagnols et les cavaliers français tombent sur leurs retranchements et se font massacrer par les arquebuses. Cette bataille va servir on va quand même apprendre de cette bataille de Sérignol, puisque aux batailles de Novare et de la Bicoque, respectivement en 1513 et 1522, ces mêmes gendarmes vont sagement se tenir en retrait des combats. Ces combats qui vont se disputer entre l'infanterie et c'est l'infanterie qui décidera du résultat de la journée. Est-ce que ça va signifier pourtant la fin de la chevalerie? Bien sûr que non. La chevalerie va rester, elle va muter et elle va remplir d'autres objectifs. Et donc j'en viens à mon premier point sur la cavalerie lourde. En réalité, le modèle militaire traditionnel de l'ancienne chevalerie est bousculé depuis des dizaines d'années et s'y adapte constamment. En 1445, lors des créations des compagnies d'ordonnance par Charles VII, une compagnie d'ordonnance est composée de 100 lances. Une lance est composée de 6 cavaliers, qui passeront à 8 sauf François Ier, avec 5 archers qui sont plus légèrement équipés et 2 auxiliaires. En général, un page et un valet. Ce sont des compagnies qui sont permanentes et soldées, et ce qu'on pourrait appeler le début d'une armée moderne. Donc, lors de ces créations des compagnies d'ordonnance, le cavalier lourd reste le pilier de cette réforme, et la gendarmerie reste un service recherché par les nobles qui sont suffisamment riches pour s'équiper. Si lors de la révision de ces compagnies par François Ier voit une baisse de leurs effectifs, donc en global, parce que c'est vrai que j'ai dit que les lances augmentaient sous François Ier, qu'on passe de 6 à 8, mais en effectif global, ça baisse. Cette révision de François Ier s'accompagne aussi d'un renforcement du recrutement nobiliaire. En 1547, les 2400 lances, donc environ 2400 hommes d'armes, donc cavaliers lourds et 3600 archers, dont dispose Henri II, ont quasiment tous du sang bleu. Ce sont quasiment tous des nobles. Ok. Cet attrait s'explique par la culture chevaleresque inhérente à la culture militaire. Par exemple, lorsque Blaise de Montluc, donc un capitaine vétéran des guerres d'Italie, reçoit le commandement d'une compagnie d'ordonnance, pour lui c'est un véritable honneur. La France n'est absolument pas une exception. Charles Quint, en 1547, fixe à 3000 chevaux, dont 600 hommes d'armes, la défense des Pays-Bas espagnols. Ça peut paraître assez bas, vu les territoires et vu la menace de la France juste à côté, mais ils peuvent être renforcés par de nouvelles levées si nécessaire. La cavalerie lourde est encore loin de disparaître, comme le prouve encore son rôle tactique sur le champ de bataille. Même si elle ne peut pas vaincre toute seule, elle reste l'une des 3 armes nécessaires. Cavalerie française s'illustre outre à Marignan, elle s'illustre contre les Vénitiens, à la bataille d'Agnadel en 1509, contre les Espagnols, à Ravenne en 1512, où elle contourne les retranchements et pousse l'infanterie espagnole à se retirer. L'auteur Frédéric Chauviré, dans son Histoire de la cavalerie, le souligne. Le schéma tactique des guerres modernes vire à un combat séparé entre cavalerie et infanterie. Le combat entre cavalerie est souvent réglé en premier, et du coup, cette cavalerie peut se retourner contre l'infanterie pour la pousser à quitter le terrain.
Un autre exemple, c'est la bataille de Cérizole, le 14 avril 1544, où la gendarmerie française arrive à repousser la cavalerie impériale, puis se retourne contre les fantassins. Mais même si elle reste importante, la cavalerie lourde perd son exclusivité du combat monté. Tous les protagonistes des guerres d'Italie emploient désormais de la cavalerie légère. Ça, c'est un mot espagnol, je sais pas trop comment le prononcer, je le prononçais à la française, excusez-moi. Comme les ginettes espagnoles, ce sont des cavaliers légers armés de javelots, typiquement issus de la Reconquista. Ou encore les estradiotes de Venise. Ce sont des mercenaires des Balkans, armés d'arcs et aussi de javelots. Tous ces cavaliers légers se révèlent tous hors pair à ce qu'on appelle, entre guillemets, la guerre guérante, c'est-à-dire la petite guerre faite de coups de main et d'embuscades. Le grand capitaine espagnol, c'est quand même un grand général, quelqu'un d'important dans la guerre d'Italie, Gonzague de Cordoue, qui est notamment le négociateur de la reddition de Grenade 1492, qui tient en échec les invasions françaises d'Italie de 1495 à 1507, et qui remporte, entre autres, évidemment, la victoire de Sérignol en 1503, dont j'ai déjà parlé, où il emploie pour la première fois l'ancêtre des tercios espagnols, des célèbres tercios espagnols. Donc ce fameux Gonzague, lui, il va mélanger ses ginettes et ses arquebusiers pour envahir le royaume de Naples en 1500. Louis XII va l'imiter en créant un corps d'arquebusiers à cheval, qu'on appellera les Argoulets, et va même employer des Albanais lors de l'alliance avec Venise en 1513. Okay. Dans les années 1520, ces nouveaux cavaliers prennent le nom de chevaux légers. Attention, sans le X à chevaux, hein, c'est une faute qu'on peut facilement faire. C'est chevaux légers, même au pluriel, sans X. Ok, d'accord. Les chevaux légers ont des caractéristiques qui s'adaptent aux traditions militaires de chaque armée, qui est elle-même influencée par la force du recrutement. Par exemple, si les Albanais ne quittent pas le service de l'armée française sous François Ier, des Italiens s'y ajoutent, mais surtout des Français en nombre croissant. Et par le fait, au milieu du XVIe siècle, la cuirasse et la salade, ou la bourguignotte, c'est un casque à visière enveloppant, vont remplacer l'équipement oriental. Cette évolution n'est pas sans influence sur la gendarmerie, puisque les archers servent à l'écart des hommes d'armes, souvent sur les ailes des armées. Même les gendarmes en viennent à participer avec la petite guerre, en général avec un équipement allégé. L'utilisation des armes à feu vient aussi bouleverser l'organisation du combat monté. Les arquebusiers à cheval n'ont que peu d'effet. Par contre, le développement du pistolet à rouet, entre 1520 et 1530, va changer progressivement la donne. Il est perçu comme une arme terrible, un peu comme l'arbalète au Moyen-Âge, puisque le maréchal de Tavannes, côté français, écrit que même les hommes les plus faibles peuvent s'en servir, entre guillemets, même sur de méchants chevaux. Chevaux, faut comprendre, cavalerie lourde. Ouais. Contrairement à la lance qui va nécessiter un long entraînement. La cavalerie légère se mue donc en une force de pistoliers qui avance au trot, en escadron, donc c'est une formation profonde, pour effectuer ce qu'on appelle une caracole. Une caracole, qu'est-ce que c'est ? Donc ça vient de l'espagnol, qui veut dire escargot, où chaque rang d'un escadron de cavaliers vient successivement décharger ses pistolets devant l'ennemi avant de reprendre sa place pour recharger à l'arrière de la formation. Donc ça forme comme un escargot des cercles. Et c'est Henri IV qui va imposer l'escadron en France après un débat qui va secouer donc toute la France pendant la guerre de religion. Qu'en est-il de l'infanterie ? Vous me poserez la question avec intérêt et avec raison. Mais qu'en est-il de l'infanterie, Léopold ? Mais incroyable, merci. Les Suisses. Ah, il y a les petits Suisses là-bas qui attendent. Les compagnies noires en Hollande. Alors, l'infanterie n'attend pas les guerres d'Italie pour revenir en masse, notamment à la faveur de la reprise démographique du XVe siècle. C'est le modèle suisse qui va régner en maître avant 1500, une masse compacte de piquiers et de hallebardiers, tandis qu'en parallèle se développent au sein de l'Empire les lance-quenets, qui sont créés par l'empereur Maximilien. Leur emploi intéresse beaucoup les autres cours européennes, notamment Louis XII, qui les emploie dès 1512, qui emploie les lance-quenets dès 1512, puisque les Suisses ayant rallié l'autre camp, les Suisses étant donc principalement des mercenaires, ils suivent l'argent. La France, l'Espagne et les États italiens, pas les Italiens, les États italiens, voudraient s'inspirer du double modèle piqué lance-quenet, mais ils rencontrent des difficultés et échouent, faute d'entraînement dans la durée et de volonté politique suffisamment forte pour maintenir une force d'infanterie sur pied permanent. Les Espagnols, eux, vont pas avoir le choix.
Tout simplement parce qu'ils n'ont pas les ressources nécessaires en ce début du XVIe siècle pour s'offrir des mercenaires. Ils organisent donc des coronelli, des brigades de 6000 hommes recrutés dans la péninsule ibérique et comprenant 1000 arquebusiers. Ces brigades formeront la base des tertios. Tertios dont je ne parlerai pas dans cette chronique parce qu'il y a déjà suffisamment à dire et il faudrait, un peu comme les guerres d'Italie avec Franck, il faudrait toute une autre chronique pour en parler correctement. Ainsi, les Espagnols mobilisent leurs propres ressources en hommes et en armement et ils s'inscrivent dans le courant de la pensée des humanistes militaires de la Renaissance qui préfèrent s'appuyer sur les habitants d'un territoire plutôt que sur des mercenaires qui sont toujours prompts à s'offrir aux plus offrants. Si l'organisation tactique de l'infanterie espagnole reste proche de celle de ses adversaires, elle gagne sa réputation à travers 4 succès, dont 3 sont liés à l'emploi d'arquebuses derrière des retranchements. Sérignol en 1503, Vincennes en 1513 contre les Vénitiens, Labicoque en 1522 contre les Suisses du roi de France, et enfin Pavie en 1525 où les arquebusiers espagnols s'appuient sur le terrain ajustent leur tir sur les gendarmes français qui ont lancé leur charge beaucoup trop loin de leur infanterie et se retrouvent complètement isolés. Du côté des Valois, comment va s'organiser leur infanterie ? Donc les tentatives pour lever une infanterie permanente échouent, les mobilisations restent temporaires. Les rois doivent donc se reposer sur les mercenaires suisses, les lansquenets, et sur le recrutement par des capitaines commissionnés de bandes, de ce qu'on appelle des bandes d'aventuriers, qui sont principalement des Gascons ou alors des frontaliers. Ce n'est qu'en 1536 qu'un service à pied est maintenu dans la durée, et c'est ainsi que naissent les vieilles bandes. Une infanterie qui est encore peu nombreuse, mais qui, vu qu'elle est maintenue dans la durée, elle est expérimentée, entraînée. Leur succès à Cérizol en 1544, avec le soutien suisse, contre un corps de lansquenets et d'espagnols, amène à relativiser l'invincibilité des tertios. Et en fait, cette invincibilité des tertios, cette réputation immense, va réellement émerger qu'après la paix du Cateau Cambrésis en 1559, qui termine de fait les guerres d'Italie. Cette réputation des tertios ne tient moins à une réelle domination tactique qu'à la qualité des hommes qui sont maintenus en service et donc entraînés dans la durée. Bon, et ainsi qu'au retrait des ambitions de la France qui est un peu engluée dans les guerres de religion, donc ils peuvent pas trop s'y frotter. Vraiment, l'infanterie, l'enjeu qui concerne l'infanterie dans ce début du XVIe siècle, comme je pense que vous l'avez remarqué, c'est vraiment cet enjeu de maintenir une infanterie expérimentée et entraînée dans la durée. Les Suisses, c'est bien, c'est efficace pour certains, mais ça peut vite tourner les talons, ça s'offre plus offrant, c'est pas forcément le plus fiable. Donc c'est vraiment l'enjeu principal de ce XVIe siècle. D'ailleurs, mini incitation, parce que tu parlais d'auteurs humanistes de la période. Un auteur que je vous invite à lire directement et à ne pas vous fier à la réputation ni à l'adjectif qu'il a donné, que ses ennemis ont créé plutôt à partir de son nom. Je parle bien sûr de Machiavel. Je vous invite à lire Le Prince de Machiavel, puisqu'il y a toute une partie justement sur les armées et insiste justement sur l'importance d'avoir une armée de citoyens, une armée de... Alors pour Machiavel, qui en plus est je dirais pas un démocrate, mais en tout cas un individu qui est soucieux du pouvoir de la cité. Il y a tout un morceau dans Le Prince sur l'importance d'avoir une armée de citoyens bien plus fiable que les armées de mercenaires. Alors c'est pas dans les guerres d'Italie, mais ça fait partie de tous ces conflits qui parcourent la période. Lui-même va avoir l'effet de ces mercenaires qu'on paye pour aller prendre une cité ennemie et qui vont s'installer devant la cité, poser la tente, et c'est tout. Et qui, quand ils ont plus d'argent, se cassent. Oui, c'est vraiment l'auteur phare de cette Lisez-le, parce que le terme machiavélique est très 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 mal adapté aux écrits de Machiavel. Non, mais effectivement, Machiavel est un auteur qu'il faut lire. Un peu, ça dépend des traductions, je pense, mais. Écoute, moi j'en ai une de. Hop, je vais te dire ça. De Yves Lévy. Écoute, elle est tout à fait visible. Moi, en tout cas, je l'ai trouvé tout à fait accessible. C'est pas très long, chers auditeurs, si vous voulez vous plonger dedans. Ça fait, si on prend seulement la partie sans commentaire, seulement l'ouvrage en lui-même. Tac, 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 tac.
Hop, que j'enlève toute l'introduction. C'est pas particulièrement long. Hop, ça fait donc à peu près 120 pages. Oh, c'est pas long, oui. C'est vraiment pas très très long. Et franchement, c'est un texte qui est très très révélateur sur certaines pensées, y compris sur la volonté dès ces périodes-là de créer un pouvoir qui soit stable et qui s'appuie sur la population. Ça, c'est un truc qu'on imagine mal. On pense toujours à Machiavel dans le grand politicien qui aurait trompé les foules, qui serait derrière les puissants et qui manipulerait dans l'ombre. C'est pas du tout l'ambiance de Machiavel. Machiavel, c'est un fonctionnaire de la cité de Florence qui s'est posé la question de comment j'optimise pour faire en sorte qu'on arrête de perdre de l'argent pour rien et qu'on gagne. Bon, bref, il faudra faire un épisode sur Machiavel. On pourra faire un épisode sur Machiavel, hein. Franchement, il y a matière à faire quelque chose de sympa. Dites-nous dans les commentaires si vous voulez qu'on fasse un épisode sur Machiavel. Et ben, donc, je vais passer à la partie suivante. J'ai traité de l'infanterie, de la cavalerie, et à votre avis, qu'est-ce qui reste comme arme des armées de l'époque? Les archers. Moi, j'avais de l'artillerie, quoi, du coup, fatalement. L'artillerie. Exactement. C'est l'artillerie qui, comme l'infanterie, va pas attendre les guerres d'Italie pour évoluer. Alors que les Italiens possèdent encore des canons en fonte ou en fer forgé, les pièces du roi de France Charles VII impressionnent les contemporains car ils sont faits en bronze et fondus d'un seul tenant, un peu comme des cloches. Les fûts obtenus sont ainsi plus réguliers, plus solides. Les âmes du canon sont plus lisses, qui va limiter les accidents et l'usure. Les tourillons, ce qu'on appelle les tourillons, vont permettre de fixer le canon sur des affûts plus mobiles, qui sont tirés par des chevaux, qui vont ainsi faciliter leur mise en batterie sur le champ de bataille. Mais c'est pas encore de l'artillerie mobile, hein. Ça facilite leur mise en place sur le champ de bataille, mais ils vont y rester statiques. D'où l'importance de leur mise en place au début de la bataille. Ils ne se déplaceront plus après. Enfin, les Français tirent des boulets en fonte de fer, qui sont plus précis et plus efficaces contre les fortifications que des boulets de pierre qui vont avoir tendance à exploser sous le coup de l'impact et ne pas forcément faire de gros dégâts sur les murailles adverses. Et toute cette artillerie de Charles VII va faire tellement d'effets que très très vite, toutes les puissances voisines de la France vont s'en équiper. Le principal défaut de l'artillerie, c'est le manque d'homogénéité des calibres, ce qui va compliquer énormément l'approvisionnement en munitions. Par exemple, l'artillerie de Charles Quint va compter jusqu'à 50 calibres. Paradoxalement, cette homogénéité va les pousser à entreprendre un effort de standardisation. L'empereur habsbourgeois va dicter des règles de standardisation dès les années 1520, comme en témoignent les 16 pièces prises à Cérizol en 1544. Du côté de la France, François Ier va édicter lui aussi des calibres. On n'est pas très sûr de la date, peut-être aux alentours de 1525. Et en 1552, c'est Henri II qui va formaliser 6 calibres. Le canon de 33 livres et la grande coulevrine de 16 livres pour les sièges. Je vous épargne les virgules, hein, c'est 33-30, 16-5, mais voilà. La coulevrine bâtarde de 7 livres et la coulevrine moyenne de 2 livres. Le faucon de 1 livre et le fauconneau de 1 livre 25, le faucon de 1 livre 1,5 livre et le fauconneau de 1,25 livre pour l'artillerie de campagne. Toutefois, ces progrès ne doivent pas occulter que l'artillerie n'est pas une arme miracle. Même si elle participe aux victoires françaises de Ravenne et de Marignan, elle ne peut pas empêcher la débâcle de Novare en 1513, où les Suisses manœuvrent mieux et vont même jusqu'à s'emparer de tous les canons. À Pavie, au petit matin, le feu est inefficace contre des adversaires déjà bien avancés dans le dispositif français. Et enfin, à Cérizol, le duel d'artillerie du milieu de journée ne donne pas de grands résultats, car, comme je l'ai dit plus haut, les pièces sont statiques et ne peuvent pas bouger de leur position de départ. Le champ de bataille ayant, lui, évolué, les pièces sont inefficaces. Et je tiens à préciser aussi qu'à Pavie, même si au petit matin le feu est inefficace, plus tard dans la journée, le feu français va quand même causer des pertes assez importantes aux impériaux. En fait, les progrès de l'artillerie vont plus impacter les fortifications et transformer radicalement celles-ci, ce qui va reléguer le château fort au passé.
Les ingénieurs vont chercher à renforcer la protection des places, mais aussi à riposter. Les 3 premières décennies des guerres voient les chantiers se multiplier sur le théâtre d'opération. Aménagement de boulevards en terre à l'extérieur des murailles, pour y installer des canons. Mettre un canon sur des boulevards en terre. Les boulevards en terre, c'est des espèces de gros talus qu'on va passer à l'avant des fortifications afin de renforcer celles-ci. Et l'intérêt de mettre un canon sur un talus en terre, c'est qu'un talus en terre, c'est moins fragile qu'une tour en pierre, puisque l'artillerie à cette époque, quand on la met à feu, va provoquer énormément de tremblements. Et du coup, toutes les tours ne sont pas capables de supporter un feu d'artillerie. Donc, on va aussi épaissir les murailles. On va mettre des tours circulaires au point des murs les plus exposés, notamment pour servir de base à artillerie. Ce seront des tours qui vont être prévues spécialement pour supporter cette artillerie. Et bientôt, on a des ingénieurs comme j'imagine que ça se prononce à l'italienne, Michele San Micheli pour Venise, ou encore la famille Sangallo pour Florence et Rome. Ils vont imaginer une nouvelle architecture fortifiée, une architecture basse, appuyée sur le relief avec des talus de terre remparés de pierre. Ça vous fait penser à une architecture particulière peut-être on peut le dire, hein, le Vauban, il n'a pas tout inventé. Hein. C'est ça, voilà, l'architecture en étoile. Exactement. En fait, c'est une évolution qui est très longue, hein, ce genre de fortification. Ah oui, clairement. Hein. D'ailleurs, comme tous les châteaux forts du Moyen-Âge, où on s'imagine, d'un seul coup, ils ont inventé la tour ronde. Non. C'est tout à fait ça. Donc et toutes ces idées vont circuler à travers l'Europe, à travers différents moyens. La correspondance, les visites de chantier par différents dignitaires. Et l'Europe va s'engager alors dans la même recherche architecturale. Là, on y a parlé d'architectes italiens. En Espagne, par exemple, on a l'architecte Francisco Ramiro López. Il va œuvrer en Catalogne où il va construire de remarquables forteresses, comme celle de Collioure ou encore la forteresse de Sals, au début du XVIe siècle. En France, c'est exactement la même dynamique. Hein. On a Anquise de Bologne qui va ouvrir à Bordeaux, Narbonne, dans le Languedoc et même à Lyon dans le milieu des années 1520. Et donc, c'est dans les décennies suivantes que va s'affirmer pleinement le tracé bastionné, ou encore la trace italienne. Les Français fortifient les anciennes murailles de Turin en construisant 4 gros bastions d'angle. Les opérations les poussent également à construire des fortifications de campagne, temporaires, en Picardie, en Piémont, en Provence. La paix, ou plutôt la trêve, que les guerres d'Italie ne se terminent pas, la paix de 1538 ne semble pas remettre en cause l'occupation française de la Savoie. Et donc du coup, François Ier entreprend la construction de nouvelles fortifications sur les frontières de son royaume. Ils se poursuivent avec encore plus de vigueur après le conflit suivant, avec Charles Quint entre 1542 et 1544. Et Henri II, devenu roi en 1547, va continuer d'investir. En 1555, il est décidé de construire une forteresse à Rocroi, face aux Pays-Bas espagnols, répondant ainsi à la politique de fortification de Charles Quint. Désormais, la guerre demande de savoir bastionner à grande échelle, une exigence que seuls les grands États sont assez riches pour se le permettre. Toutes ces mutations et ces mutations tactiques et techniques, ainsi que les énormes contraintes financières qui les accompagnent, contribuent à restreindre le nombre de belligérants. Par exemple, la Suisse, qui s'impose comme une puissance militaire au tournant des 15e et 16e siècles, est incapable de projeter ses forces dans la durée. A l'inverse, les grands États s'imposent par leurs moyens et leurs pratiques de plus en plus centralisées. Les campagnes sont préparées avec soin et longtemps à l'avance. On est bien loin de l'image de nobles impétueux qui courent à la guerre depuis leur château. On mettra un petit bémol sur les Habsbourg quand même. Le déplacement des troupes est pensé dans l'espace et dans le temps. Le système d'étapes de Louis XI est confirmé pour faciliter le passage des troupes dans le royaume et vers l'Italie. On peut penser notamment au déplacement de François Ier en 1515 vers l'Italie, qui est vraiment excessivement pensé avec des réserves de greniers qui sont préparées à l'avance sur la route. Parce que l'enjeu est de taille, on veut éviter au maximum l'éparpillement avant même la bataille des troupes, faute de nourriture, qui vont aller fourrager à droite et à gauche.
Côté Habsbourg, on met en place une organisation rationnelle des mouvements sur ce qu'on appelle la route espagnole. La route espagnole, qu'est-ce que c'est ? C'est la continuité des possessions impériales habsbourgeoises qui va relier les Pays-Bas, donc les Pays-Bas espagnols, à l'Espagne, en passant par les terres d'Empire, donc tout ce qui est Franche-Comté, et l'Italie, et enfin l'Espagne par un mouvement maritime. Cette logistique est pensée à grande échelle, et donc les communautés vont devoir se plier à la volonté des princes. Ces efforts sont nécessaires, ces efforts d'organisation sont nécessaires au vu de l'escalade des effectifs. En 1494, Charles VIII marche sur Naples avec 30 000 hommes, ce qui est un effort colossal auquel doit participer tout le royaume. En 1536 et en 1544, c'est entre 70 et 80 000 hommes que recrute François Ier. Et en 1558, c'est près de 50 000 hommes qu'Henri II engage contre les Pays-Bas espagnols, sans compter les troupes de garnison qu'on doit laisser aux frontières et les troupes engagées au Piémont et en Toscane. Les troupes impériales de leur côté culminent en 1552 avec 148 000 hommes, 109 000 dans l'Empire et les Pays-Bas, 24 000 en Lombardie et 15 000 répartis entre Naples et l'Espagne. Néanmoins, même si je viens de dire que l'État et le prince se renforcent, il faut encore compter sur d'autres pouvoirs au sein des royaumes. Ce n'est pas encore une monarchie absolue type Louis XIV. Les royaumes de France, d'Angleterre et d'Espagne et l'Empire sont des États englobant d'autres États, principautés, villes, provinces, royaumes même pour le Saint-Empire germanique, qui tous et toutes ont des prérogatives qu'il faut respecter. Les grands États, on l'a vu, ont besoin des autorités locales pour la logistique, leur fournir des denrées, de l'armement, le logement, et toutes vont bien évidemment essayer d'atténuer ce poids en discutant avec les envoyés du prince. De fait, la puissance de projection reste limitée au-delà du territoire national. Et même si les prises peuvent pallier temporairement un défaut de paiement et d'approvisionnement, elles restent excessivement vulnérables à la terre brûlée. Ainsi, par exemple, les troupes de Charles Quint qui ont envahi la Provence en 1536 ont été tenues en échec à cause des ravages préventifs faits par les troupes françaises. Et en ne laissant, petite anecdote, que le raisin sur place à cause des ravages qu'il peut faire sur la digestion de troupes passablement affaiblies. Et je terminerai voilà, après cette longue chronique, je terminerai sur un dernier point, sur le nerf de la guerre qui est, à votre avis ça dépend, la thune, la bouffe. La bouffe, moi j'aurais dit. Ça dépend si on parle de Napoléon ou des mercenaires. C'est la thune, c'est l'argent. Car Voilà. sans argent, pas de suite, déjà, tout simplement. C'est pas faux. La succession des conflits entraîne une charge croissante et considérable. Dès le début du XVIe siècle, les rois de France vont vivre d'expédients faute d'une imposition suffisante. Louis XII va profiter des richesses milanaises, alors que François Ier et son adversaire Charles Quint vont encourager les dons gratuits, les subsides, et sollicitent massivement le crédit sur les places financières de Lyon et d'Anvers par des emprunts à court terme. En 1547, la couronne est endettée auprès des marchands lyonnais à hauteur de 6,86 millions de livres. Ah ouais. Pour donner une idée, ça représente l'ensemble des recettes du royaume la même année, donc en 1547. Sous Henri II, 10 ans plus tard, cette même dette a grimpé à 9,65 millions de livres. Une dette qui d'ailleurs sera impossible à rembourser et vont complètement ruiner les marchands lyonnais. Côté impérial, c'est pas brillant, la situation n'est pas brillante non plus. Même s'il peut compter sur le Nouveau Monde, qui lui rapporte entre 200 et 300 000 ducats par an, qui n'est quand même pas grand-chose au vu des sommes engagées, Charles Quint va emprunter jusqu'à 28 millions de livres tout au long de son règne. En 1552, il doit arracher à Anton Fugger, c'est une célèbre famille de banquiers, soutien de la couronne impériale catholique, dont elle est une grosse débitrice, et qui sont notamment à l'origine des pratiques modernes de la banque et de la finance. Donc il doit arracher à Anton Fugger les sommes nécessaires pour lever son armée. 5 ans plus tard, Philippe II, son successeur, est incapable d'honorer cette dette et va déclarer la première des 3 banqueroutes de l'Espagne, 1557, 1575 et 1598, qui vont ponctuer la fin du siècle. Cette fragilité financière a de grosses conséquences en campagne. Comme l'argent manque toujours et que les retards des soldes sont fréquents, le résultat des campagnes dépend souvent de la chance. En 1525, lors
la bataille de Pavie, l'armée impériale qui vient au secours de la ville assiégée par les Français et qui est commandée par le maréchal de Lannoy et un certain Bourbon. Excusez-moi, je n'ai pas noté son nom complet. Charles, il me semble. Charles, je pense. Charles de Bourbon. Si c'est le même que tout à l'heure. Effectivement. Cette même armée menace de se débander face aux Français qui assiègent Pavie, et seul le coup de force qui est tenté pour sauver la ville, la victoire qui s'ensuit et le butin qui va avec, empêche cette armée de se déborder complètement. Juste de se débander en fait. En 1527, les lansquenets de Charles Quint vont piller Rome pour se payer. Mais quand le butin par contre n'est pas au rendez-vous, la guerre ne peut pas nourrir la guerre. En 1544, Charles Quint, qui fait campagne en Champagne, est obligé de traiter avec François Ier, de peur de voir son armée fondre, faute d'argent et de logistique. En conclusion, en 1559, après les 9 dernières années en guerre, les coffres des belligérants sont vides, sont complètement à sec. L'arrêt des combats s'impose, tandis que gronde l'orage de la réforme. C'est en définitive la panne sèche financière tout autant que les tensions religieuses qui conduit à la paix du Cateau-Cambrésis de 1459 et qui met définitivement fin aux guerres d'Italie. Et voilà. Ok, merci beaucoup Léo pour toutes tes explications sur ces changements qui ont pu avoir lieu. Tu vas ajouter quelque chose, Franck ? Ouais, petite... parce que j'y ai pensé, je pensais qu'il était au musée des Invalides, mais si vous voulez voir un canon de François Ier, sachez que à Toulon, au musée national de la Marine, il y a l'une des coulevrines de François Ier qui date de 1525, qui pèse quand même un bon 1500 kilos pour 2,6 mètres de long. Donc on est sur une... Comme on dit chez moi, on est sur une belle bête. C'est une belle bête, ouais, c'est ça ce que j'allais dire. Ouais. Merci beaucoup Léo pour ta chronique. Moi, je vais me permettre, je t'en prie, je vais me permettre d'enchaîner. Vous avez évoqué le contexte, vous avez évoqué les différents changements de mode opératoire. Moi, je vais me recentrer vers quelque chose de plus humain. Je vais partir vers un seul individu. Alors, ce qu'il faut savoir déjà avant de commencer, c'est que j'ai pas mal galéré à trouver une idée de sujet, comme je vous avais dit par message. J'ai cherché, et au bout d'un moment, je suis tombé sur une idée que je trouvais assez intéressante. Alors, du coup, ce qui fait que je vais pas mal tricher, parce que effectivement, moi, je vais m'écarter pas mal de l'idée même du conflit de la guerre d'Italie, parce que de toute façon, vous l'avez déjà extrêmement bien abordé. Et je vais vous parler d'un seul individu qui a été à la fois dans sa vie dramaturge, peintre, dessinateur, graveur, mercenaire, réformateur et homme d'État. Et oui, parce qu'il y a des gens, des fois, ils savent pas quoi faire de leur existence, du coup ils font plein de trucs. Parce qu'aujourd'hui, on va parler de Nikolaus Manuel Allemand, surnommé Deutsch, of course, du coup. Enfin, Allemand, c'est vraiment son nom de famille, et du coup, forcément, on l'appelle Deutsch. Voilà, donc du coup, Nikolaus Manuel Allemand naquit à Berne en 1484, il est donc suisse. Il est fils d'un apothicaire originaire de Chéry, dans le Piémont. Nikolaus adopta le patronyme de son paternel, optant finalement pour Deutsch afin de le germaniser en fait. C'est lui qui est parti là-dedans. C'est comme ça du coup qu'il va signer la plupart de ses œuvres. Le jeune Bernois dut se former chez un maître verrier, comme le laisse supposer ses premiers dessins, des projets vitraux qui datent d'environ 1508. Cependant, on ignore tout des différentes étapes de son apprentissage. Quoi qu'il en soit, on suppose que des difficultés financières semblent avoir marqué ses débuts, alors même qu'il se mariait en 1509 à l'âge de 25 ans. Il va se marier avec une certaine Katharina Frisching, je sais pas pourquoi je le dis avec un accent anglais, Frisching, alors que c'est la fille d'un capitaine bernois. Et il se trouve que c'est un capitaine bernois qui lui permettra d'intégrer le Conseil de 200 en 1512. Alors du coup là vous vous dites, ok, mais c'est quoi le Conseil des 200 ? Très bonne question, vous dirais-je. Et c'est quoi le conseil des 200 ? Très bonne question, Léo. C'est un conseil avec 200 personnes. C'est un conseil avec 200 personnes, voilà. Merci, bon, on passe à la suite. Voilà, sachez qu'il est aussi nommé le magnifique conseil des 200 avec ou sans majuscule à magnifique. Les avis divergent. Ou alors, de façon courte, simplement le magnifique conseil avec une majuscule au magnifique et au conseil. C'est une assemblée législative composée de... 180 personnes. Oui, moi je m'attends à ce qu'il soit passé, ce qu'il soit pas 200. C'est très très drôle parce que c'est 200 à 300 membres quand même, donc effectivement, voilà. Pas du tout 200 personnes. Qui apparaît du coup au XVIe siècle dans l'histoire des institutions politiques suisses dans les cantons de Zurich, Berne, Fribourg, Bâle ainsi que dans la République de Genève.
Je vous passe les détails parce que le but, c'est pas de parler de la politique interne suisse du début du XVIe, tant bien que finalement, je vais vous en parler quand même un petit peu. Dans les textes, on parle déjà de confédération, donc à plusieurs reprises, j'utiliserai ce terme pour désigner la Suisse et j'utiliserai le terme de confédéré pour désigner parfois les Suisses, afin de ne pas faire de redites au sein de ce petit texte. Enfin, bref, retour à la storyline de Niklaus Manuel Allemand. Au début de l'année suivante, donc du coup on sera en 1513, motivé sans doute par l'argent, mais sans doute en raison de sa nouvelle position politique, Niklaus va rejoindre les troupes mercenaires bernoises dépêchées en Italie contre la France. Ses talents artistiques déjà appréciés par ses contemporains conduisent ses officiers à lui demander de créer la bannière bernoise de Jules II, le pape. Voilà donc ce qu'il faut savoir, c'est que les mercenaires suisses, comme vous l'avez dit tout à l'heure, ce sont des soldats qui sont quand même pas mal réputés dans le game. Du coup, ils sont bien évidemment illustrés pendant les différentes guerres d'Italie. En l'occurrence ici, on est en 1512-1513, donc on va parler de l'expédition de Pavie. Bah oui, on en a parlé à plusieurs reprises au cours de cet épisode, mais c'est normal. Ça va permettre aux Suisses de se faire les protecteurs du duché de Milan. En 1513, le roi de France Louis XII va rassembler une armée d'environ 14 000 hommes, comportant un contingent considérable d'infanterie et d'artillerie qu'il va conduire en Lombardie. Niklaus, ainsi que près de 4000 mercenaires suisses, eux vont marcher sur la cité de Novare, ou Novare, je sais pas, en fait dans le Piémont. Du coup Novare, parce que ça fait plus italien, mais vous me direz en commentaire si je parle très très mal. Bref, Novare, c'est tenu par des compatriotes au service du duc de Milan, et ils sont assiégés par 10 000 infâmes français. Au matin du 6 juin, surprenant l'armée française dans son campement, essuyant rapidement le feu de l'artillerie, les Suisses se heurtent en choc frontal contre les Français et leurs auxiliaires, laissant 1500 hommes sur le terrain tout en parvenant à encercler leurs opposants et à massacrer près de 5000 d'entre eux. Victorieux, les Bernois vont alors exécuter sans merci les lansquenets allemands qui eux étaient à la solde de la France et qui avaient été capturés à l'issue de la bataille. Pas génial. Niklaus Deutsch, lui, il va rentrer au pays blessé à une main et quand même assez impressionné par la violence et la cruauté des combats et des hommes. Il va alors déployer une intense activité créatrice. Il achète en 1514 la maison de la Gerechtigkeitsgats. J'y arrive pas. Gerechtigkeitsa2se, donc Gerechtigkeitsgasse, qui l'occupera jusqu'à la fin de sa vie. Je ne vais pas reprononcer ce mot, mais sachez que c'est l'une des rues principales de la vieille ville, j'arrive même pas à parler ma propre langue, oh, qu'est-ce qui se passe, de la vieille ville de Berne, le centre médiéval de Berne, du coup en Suisse. Sachez que cette maison, vous pouvez toujours la voir aujourd'hui si jamais vous allez faire un petit tour en Suisse. Bref, la défaite de Marignan en 1515 va le marquer encore plus, générant chez l'artiste une vision critique du mercenariat et de la décadence morale et religieuse. Ce positionnement humaniste ne l'empêchera quand même pas de repartir en Italie en février 1516 avec le corps expéditionnaire bernois, sans le chantier que la ville de Grandson lui avait commandé. Et du coup, cette fois-ci, par contre, il va pas se battre. Il va servir de secrétaire à l'un de ses amis, le capitaine Albrecht von Stein, un capitaine qui est assez connu dans le corps des mercenaires suisses. Et le temps de liberté qu'il va avoir au fur et à mesure des cheminements et de la guerre va le pousser à réaliser différents dessins avec différentes figures populaires, des soldats croqués sur le vif, des paysages, des thèmes religieux, traités avec une sensualité et aussi une violence particulière. Sortant indemne de la campagne militaire, en même temps il était secrétaire donc ça paraît plus simple cette fois-ci, il multiplie les œuvres, réalisant notamment la décoration du chœur de la cathédrale de Berne en 1517. Et le chef-d'œuvre incontesté de sa carrière artistique, la décollation de Saint Jean-Baptiste, qu'il aura terminé en 1517 également, et qui est conservé de nos jours au musée de Bâle. Mais sa vie ne s'arrête pas là. 2 ans plus tard, Albrecht von Stein est de retour et lui demande de reprendre du service. Alors là, on a l'impression d'être dans un film américain où du coup, Niklaus il va être là à faire « Non, mais je suis trop vieux pour ces conneries ». Mais Niklaus arrive à le convaincre. Et ensemble, ils vont prendre part à la bataille de la Bioka en 1522, où 4000 d'entre eux trouvèrent la mort, dont le capitaine von Stein. Oh non. Oh non. Choqué une fois de plus par sa déroute, c'est la 3e fois de Niklaus, il y avait des signes quand même. Il rentre du coup définitivement en Suisse et compose en hommage à ses compagnons d'armes tombés sous le coup de l'ennemi un poème intitulé Le chant de la Bioka. Cette défaite
termine de renforcer ses convictions, le plongeant alors dans de véritables querelles politiques, diplomatiques et confessionnelles, tant et si bien qu'en 1523, son implication dans la vie politique de la cité lui permet de devenir bailli. Influencé par l'iconoclasme protestant, c'est à ce moment qu'il délaisse son activité artistique au profit de son œuvre littéraire, soutenant avec ardeur la nouvelle réforme. Niklos conservera son office de bailli jusqu'en 1528, année de la célèbre dispute de Berne, et ce sera son ascension à lui au Petit Conseil. Alors du coup, là, vous vous dites, c'est quoi la dispute de Berne, encore une fois? C'est quoi la dispute de Rennes? Eh ben, c'est très bien que tu me poses la question, Léopold. La dispute de Berne, c'est... Oui, exactement. J'en peux plus de ces gens. Alors déjà, pour les auditeurs, une dispute, c'est une sorte de débat universitaire. Hein. Mais en l'occurrence, effectivement, ici, déjà, ça se passe à Zurich, donc ça n'a aucun sens. Mais en gros, à la demande des cantons catholiques, une dispute fut tenue à Baden, siège de la Diète fédérale, du 21 mai au 8 juin 1526. Elle donnait pour but de supprimer la réforme de Zurich. L'instigateur principal en était l'allemand Johannes Eck, qui jouissait depuis 1524 de l'appui de l'évêque de Constance. Eck va se disputer contre un protestant surnommé Eukolampade, ou le Eukolampade, je ne sais pas. Et du coup, ça va foutre un peu le zbeul, hein. Voilà, je vous simplifie un petit peu. Donc bien évidemment, notre très cher Niklos, lui, il va plutôt prendre parti pour les protestants, et il va jouer un rôle prépondérant dans la destruction d'œuvres religieuses, dont d'ailleurs des œuvres auxquelles il a lui-même contribué. Puis, il va bien évidemment aussi finir par être ambassadeur auprès des confédérés, de la Confédération, au cours des 2 années suivantes. Il va finir quand même par rendre l'âme le 28 avril 1530 à Berne, laissant derrière lui, eh bien, finalement, tout un panel d'œuvres qu'il n'aura pas eu le temps de détruire par lui-même, mais surtout la vie d'un individu assez particulier, qui a l'air d'avoir eu une vie assez mouvementée et assez dingue. Alors, si vous voulez savoir exactement ce qu'il laisse à la postérité, sachez que vous pouvez retrouver ses œuvres un peu partout dans le monde, notamment au Kunstmuseum de Bâle, au Musée des Beaux-Arts de Berne, au Winterthur au sein de la collection Oscar, c'est en allemand, au Winterthur au sein de la collection Oscar Reinhardt, au Kupferstedtkabinet de Berlin, et au musée Getty de Los Angeles, également au Louvre, mais aussi à New York dans la collection Frick. Voilà, donc c'est pas joli rigolo non plus. Et je trouvais ça intéressant de parler de cet individu à la vie rocambolesque, quoi. Lui, il pourrait très bien être un personnage dans la fameuse série télé dont on a parlé. Ah, mais très clairement, c'est vrai que ce qui est cool avec cette période, c'est qu'il y a plein de personnages, comme beaucoup de périodes de transition. C'est quelque chose qui revient quand même assez souvent, j'ai l'impression, dans ce qu'on raconte. Les périodes de transition, en règle générale, c'est assez chouette, parce que ça permet à des personnages un peu atypiques de sortir du lot et de se tailler un nom. D'une manière ou d'une autre, d'ailleurs pas forcément à la pointe de l'épée, on l'a vu, hein, ça peut être aussi à la pointe d'un pinceau, ou d'une plume. Ou des deux, en l'occurrence, lui il a fait un peu les deux. Ouais. Pourquoi choisir? Il est quand même plus connu pour ses œuvres que pour son boulot de mercenaire. D'ailleurs, si vous êtes sage et que vous likez et partagez ce podcast, chers auditeurs et auditrices, on vous dévoilera peut-être l'origine d'un personnage de manga extrêmement connu, le personnage principal de Berserk, qu'on appelle Guts, puisque devinez quoi, il a un contemporain qui existe vraiment durant la période des guerres d'Italie, alors qu'il n'a pas participé de mémoire aux guerres d'Italie, mais qui a vécu dans cette période-là, et qui a combattu, qui était un mercenaire lui aussi, et qui a fait de la politique. Mais ça, c'est seulement si vous laissez des commentaires et que vous partagez. Laissez un commentaire et partagez, et puis peut-être que la réponse va arriver. Il faut le faire tout de suite. Allez, c'est parti. Chop. Ben non, il faut qu'il s'abonne et tout. Non, bien sûr, il s'abonne et tout. Non, mais attends, mais là, il y a s'il s'abonne. Si tu vois sur les stats un nombre d'abonnements supplémentaires, c'est tout d'un coup l'épisode. Attends, si vous écoutez sans être abonné, c'est un scandale. Abonnez-vous si vous voulez plein d'autres abonnements. Come on, let's make a deal. On va le faire à la méthode Trump. Tu t'abonnes, moi je fais un épisode. Ça y est, on a changé d'air, il faut vivre avec son temps du coup maintenant. En tout cas, moi je voulais vous remercier tous les deux parce que au final on a quand même
faire une temporalité qui est pas mal parce qu'on a environ 1h15 d'enregistrement. C'est tout à fait raisonnable, je trouve. Donc merci à vous deux pour toutes les informations que vous avez données. On remercie également le public qui est très nombreux ce soir, qui est incroyable, il nous fait coucou. On sait qu'on prononce mal l'allemand et que c'est un problème, mais on espère qu'on fera du progrès dans le futur. On aimerait aussi saluer les auditrices, les auditeurs qui nous écoutent partout en France, mais aussi en Bavière, sûrement, j'en suis sûr. Donc n'hésitez pas, voilà, si vous êtes bavarois, écrivez un message et dites Ich bin ein Bavarois et peut-être que ça... Et sachez qu'en plus, ça a un lien avec le personnage qu'on a teasé. C'est fou. Donc allez-y, les Bavarois. Allez-y, commentez les Bavarois, on veut ça. Et ils peuvent pas être en pleine dispute, ils peuvent pas tout faire. Hein. Attends, il faut que je fasse quelque chose. Je reviens. Bon allez, sur ce, on vous laisse, on vous fait des gros bisous. Et on vous dit à la prochaine pour un autre épisode de DTDR. Attends, du coup... Voilà, alors, c'était tout simple. Cherchez abonne-toi en allemand, c'est abonnieren, donc abonnieren-vous, hein, voilà. Faut y aller à fond. Abonnieren-Sie. Oh là, donc l'Allemagne est en PLS à côté de moi. On s'excuse, voilà, on rigole, ouais, on est tous européens finalement. Allez, bonne soirée et à la semaine prochaine peut-être, voilà. Ciao. Au revoir à tous, ciao ciao. Abonnieren-Sie. 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 Voilà. Abonnieren-Sie. Parfait. Allez, je coupe. T'as vexé toute une communauté, bravo. Oui, bravo. On applaudit. Le mec est très fort. Stop Bah écoute, moi je suis content pour une fois, c'est pas moi qui dis des trucs racistes. Alors. Ah, parce qu'on a le droit. Je savais pas qu'on avait le droit. Attends.